Le capitaine Bernard avançait doucement dans les taillis, tandis qu'au loin, la fusillade s'intensifiait. Lui et ses voltigeurs contournaient la position ennemie afin de déloger les Anglais du village. « Capitaine, ça bouge devant !» Bernard leva légèrement la tête pour tenter de voir plus loin dans les taillis. Le caporal Desmarais reçut le capitaine dans ses bras. Une balle avait percé son front, le tuant net. À 150 mètres de là, le soldat Spencer esquissa un sourire et sortit son petit carnet pour inscrire soigneusement, comme à son habitude, le lieu, la date et le grade. Rolissa, 1808, August 17, voltigeur, captain, headshot. Tout au long de la campagne d'Espagne, les fusils anglais vont représenter un très grave problème pour les troupes françaises. Comme nous le verrons plus tard, une célèbre citation à la fin de la campagne va le souligner. En fait, ce fusilier anglais, on peut remonter au XVIIIe siècle et trouver en fait, en Amérique du Nord, des colons allemands qui se servaient de fusils. Donc un fusil étant une arme, un canon rayé, alors que le mousquet a un canon à âme lisse. La différence de portée entre les deux armes est considérable, surtout pour cette époque-là, quand le mousquet a une portée théorique efficace de 100 mètres, tandis que le fusil peut porter environ à 300 mètres. C'est considérable, d'autant plus que, à cette époque, les lignes de feu, on se bat en ligne. Alors les Anglais se battent sur deux rangs, les Prussiens par exemple sur 3 rangs. La méthode habituelle de combat étant de se tirer dessus à 50 mètres avant de charger à la baïonnette, ce qui est censé faire fuir l'adversaire. Et ça, c'est la méthode prussienne. Nous abordons ici un sujet qui est celui de la petite guerre, et qui est central dans la campagne en Espagne et au Portugal. Petite guerre, qui se dit en espagnol guerrilla. Cette forme de guerre a toujours existé, mais elle se développe tout particulièrement pendant les guerres franco-indiennes en Nouvelle-France. Les Anglais se trouvent en face de troupes européennes qui se battent à l'indienne, utilisant de petites unités, pratiquant l'escarmouche, très mobiles, et qui ont tendance à tirer peu, mais à tirer efficace, tuant les officiers et descendant rang par rang. Leur réponse sera la création des fameux Rangers de Rogers. Uniforme vert, tenue à l'indienne, plus simple pour bouger dans les forêts humides de l'Amérique du Nord. Pendant la guerre civile américaine, les Anglais vont encore être confrontés au phénomène. Une évolution de l'emploi des troupes va pousser l'état-major anglais à créer un corps expérimental pendant les guerres de la Révolution. C'est ce qui aboutira à la création du 95th Rifle Regiment, intégralement équipé de fusils Baker. J'ai choisi d'illustrer cette vidéo avec des fusiliers du 5e bataillon du 60e Rifles, que l'on appelle aussi le Royal American Rifle. Le 95e a été rendu célèbre par l'excellente série de romans Sharp de Bernard Cornwell, mais l'on parle assez peu du 60e fusilier. Il est toujours difficile de passer de l'anglais au français, c'est pour ça que très souvent je vous donnerai le nom de ces régiments en anglais, ce qui est quand même plus facile pour les repérer. Issu du Experimental Corps of Riflemen, le 95th Regiment of Foot est constitué le 18 janvier 1803 sous les ordres du lieutenant-colonel Beckwith. Mais le 5e bataillon du 60e peut être vu comme son précurseur. Le 1er janvier 1798, il est commandé par le lieutenant-colonel Frédéric von Schlemmendorf. Celui-ci meurt de fièvre en septembre, ce qui était commun à l'époque, pour être remplacé par le lieutenant-colonel baron Francis de Rothenberg, précédemment officier au Hompesch Light Infantry, aussi appelé les Hompesch fusilières, une des unités étrangères de l'armée anglaise,
au même titre que l'unité constituée de volontaires français, les fameux chasseurs britanniques, qui serviront pendant les guerres de la péninsule. Une majorité de ces unités étrangères servaient comme infanterie légère. Le rôle de l'infanterie légère est de masquer les déplacements du corps de bataille principal, de mener des actions de reconnaissance et de sentinelle avancée. Dans l'armée française, des guerres de la Révolution, ce rôle était celui des chasseurs, et ce depuis 1759, mais ils étaient intégrés au régiment. C'est en 1788 que l'armée française va créer 12 bataillons d'infanterie légère. Leur mission était l'avant-garde, la reconnaissance, les raids et la sécurité des camps. Dû au manque de discipline et d'entraînement des armées de la Révolution, les officiers trouvaient plus pratique la combinaison colonne d'attaque et tirailleurs en avant. Malgré le fait que les Anglais commençaient à employer des fusils, l'état-major français considéra que l'emploi de celui-ci conduirait les hommes à engager leur cible à longue portée, ce qui était à l'opposé du principe de la colonne d'attaque. Par exemple, le général de division Jean-Jacques Basilien de Gassendi pensait que les soldats français n'avaient pas le tempérament pour l'utilisation du fusil. En 1813, à la fin de la campagne de la péninsule ibérique, Jean de Dieu Soult, dans une lettre au ministre de la Guerre Henri-Jacques Guillemin Clark, écrit sur la surprenante efficacité des fusils anglais et sur les pertes en officiers disproportionnées dues à leur action. Il y voyait clairement une menace, mais l'armée française continua sans unité de fusiliers. Comme nous pouvons le voir sur la figurine représentée chez Perry, les soldats du 5e bataillon du 60e étaient équipés de Baker Rifle. Ils remplacèrent leurs fusils prussiens en juin 1808. Le Baker Rifle est une arme à silex à canon rayé. Il pèse 4,08 kg, mesure 1162 mm et a une longueur de canon de 762 mm. Il est d'un calibre 15,9 mm. Il va être employé dans l'armée britannique de 1801 à 1837, mais il sera également utilisé pendant la guerre de 1812, mais également pendant la révolution du Texas. Il sera employé bien sûr par l'armée anglaise, mais aussi par l'armée américaine et au Mexique. Le fait que ce fusil était court permettait de le charger dans une position à genoux, voire couché. Tandis que le mousquet utilisé par l'armée anglaise, le Brown Bess, demandait à être chargé en position debout. L'emploi de troupes légères, rapides, camouflées, tirant en fait selon leur propre volonté et non pas en feu par rang, rendait l'utilisation d'un fusil plus court bien plus pratique. Il était équipé d'une mire qui permettait de tirer à 100 mètres environ. Il y avait une mire dépliable qui permettait de tirer à 200 mètres environ, mais la portée effective était de 300 mètres. Il y avait plusieurs façons de charger le fusil, soit en utilisant des cartouches préfabriquées, soit en utilisant une balle enrobée d'un morceau de tissu et une charge de poudre directement versée dans le canon à la corne. Certains officiers préféraient l'utilisation de cette méthode de rechargement qui permettait une plus grande précision et une plus grande portée, tandis que les cartouches devaient servir uniquement à portée courte. Mais leur emploi était assez rare finalement. On lui préférait le chargement par la corne pour une plus grande précision et c'est ce qui sera utilisé dans la majorité des cas. Les soldats du 60e portent une veste verte caractéristique avec des épaulettes et des manches ainsi que le col rouge. Leur guêtre était sur le modèle dit hessien qui permettait en fait une plus grande mobilité puisqu'elle ne montait pas au-dessus des genoux et leur permettait de plus facilement tirer à genoux et de plus facilement se mouvoir. Leur couvre-chef était du modèle shako tuyau de poil utilisé en fait par toute l'armée britannique et par les unités d'infanterie légère de cette période. Chaque fusilier portait environ 50 balles dans une poche à munitions, un kit de nettoyage à la ceinture, ainsi qu'un outil en forme de pic et une brosse pour pouvoir nettoyer la lumière du canon, celle qui était proche en fait du bassinet. Initialement, les fusiliers eurent des problèmes par rapport au rechargement de leurs fusils et le régiment fit l'acquisition de 450 maillets en bois pour pouvoir frapper leurs balles à l'intérieur des canons. Certains soldats transportaient avec eux des moules pour pouvoir remouler leurs balles et les rendre compatibles avec les fusils. Chaque soldat portait un sac à pain, une gourde, ainsi que leur célèbre
sac carré dans lequel on pouvait trouver leur couchage et leur couverture. À la bataille de Rolissa, le 15 août, les soldats du 95e et ceux du 60e vont se heurter en fait aux Français et vont tenter dans une escarmouche légère de leur barrer l'accès au village d'Obidos. À cette occasion, ils vont utiliser une manœuvre qui est décrite comme tirer et reculer en fait, qui était un des exercices pour lesquels ils étaient entraînés, soit en avant, soit en arrière, fonctionnant par paire. La première paire tirait, la deuxième se déplaçait, ensuite elle tirait, etc. Permettant d'avancer en tirant ou de reculer en tirant. Ainsi se termine ce premier épisode de cette série que j'ai appelée Soldats, dans lesquels, en utilisant des figurines, des décors et puis bien sûr des ressources historiques, je vous présenterai divers protagonistes, divers soldats en fait qui traversèrent l'histoire, type d'unité, type d'équipement, etc. L'emploi de ces unités et de ces équipements. Il est vrai que pour le moment, je vais me focaliser sur la période de la guerre péninsulaire de 1808 à 1814. Je vous retrouverai pour le prochain épisode de Soldats avec les voltigeurs français et bien sûr la suite des guerres péninsulaires que j'ai commencé et qui normalement, si tout se passe bien, devrait être publié tous les mercredis sur ma chaîne. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, bien sûr, vous savez c'est l'usage maintenant avec ce genre de machin, à partager mon contenu pour soutenir ma chaîne si vous aimez ce que je suis en train de faire, ça me fera très plaisir. Merci et à bientôt.